Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc, qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun ? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook. Dans ce troisième épisode, nous allons parler des enjeux de l'événementiel au sein d'une ONG, organisation non gouvernementale. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux Maël, Maël Besson et Maël Planchot. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Donc avant de commencer, je vous propose que chacun vous présentiez. Peut-être si vous pouvez nous rappeler aussi de quelle promo vous êtes issu, et puis nous dire voilà où vous êtes actuellement, ce que vous faites, le poste que vous occupez, etc. Maël, je t'en prie, à ton honneur. En plus d'avoir le même prénom, on parle en même temps. Bon du coup, Maël Planchot, donc je travaille à Action contre la faim depuis 5 ans. Je suis de la promotion diplômée en septembre 2014. Là, je suis avec vous depuis la Savoie, depuis les Bauges, et puis je laisse la parole à Maël, on développera un petit peu après. Donc Maël Besson, responsable sport au WWF, et moi là je suis en télétravail depuis Lyon. D'accord, donc tout le monde est dans la région, vous êtes tous les deux dans la région Rhône-Alpes. Exactement, on s'est jamais trop éloigné de notre Savoie. Surtout l'hiver. Vous êtes originaire de Savoie ? Non, pas du tout. Et moi non plus. Okay. Visiblement, Chambéry a toujours fait un grand effet sur les étudiants qui y sont passés et beaucoup veulent rester dans la région. Ouais. Je confirme. Ouais, il y a quand même pas mal d'atouts dans ce territoire. Et, moi là-bas, je suis de Nantes, pour tout vous dire, de Nantes. Puis après, progressivement, Nancy, Lyon, Chambéry, et après un petit escale à Paris, mais il fallait rester en Savoie. J'ai pas précisé accessoirement mon poste. Du coup, je suis chargé de partenariat événementiel et sportif à ASF. Ok, super. Donc avant de parler un petit peu de vos études brièvement, moi j'aime bien demander aux invités qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme métier quand ils étaient petits. Donc qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez vraiment tout jeune ? Est-ce que vous vouliez déjà travailler dans l'événementiel ou pas du tout ? Alors pas du tout pour moi. Moi je me souviens quand j'étais petit, je voulais construire des canadaires pour pouvoir éteindre les feux des forêts. C'est ça quand j'étais gamin. Alors je me suis complètement planté dans ma carrière, mais j'ai pas du tout fait ça. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là. Ok. Moi, c'était plus. Alors, j'avais deux choses, je me rappelle, un peu plus pragmatiques. Je voulais être boulanger comme mon grand-père, ou sinon être journaliste sportif. Donc, ni l'un ni l'autre, mais. Ok. Donc totalement deux domaines différents. Du coup, comment vous êtes passé de construire des canadaires et être journaliste sportif à votre domaine actuel qui est l'événementiel ? Quelles sont les études que vous avez faites ? Parce que vous êtes passé par l'IAE, mais du coup, quel a été le cheminement un peu ? Moi, globalement, ce qui a toujours un peu dirigé mon post-bac et mes études, c'était vraiment la finalité événementielle. Elle est quand même venue assez vite. Plus jeune, j'étais toujours animé, alors toujours par quand même un côté sportif, mais toujours par l'événementiel. Et du coup, ça a un petit peu suivi mon parcours. Pour être un peu rapide, là-bas, j'ai fait un DUT en communication au fin fond des Côtes d'Armor à Lannion. Et sur 2 ans, j'avais travaillé sur un événement avec l'Université de Nantes et travaillé sur deuxième année avec une collectivité qui accueille le Tour de France. Donc avec le suivi du cahier des charges ASO, etc. Et donc du coup, gros coup de cœur de la dynamique événementielle que j'ai voulu approfondir en licence pro. Donc c'est là que je suis allé à Nancy. C'était une licence professionnelle communication publique dans l'idée d'organiser des opérations événementielles pour des collectivités dans un but citoyen. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un stage à la région Rhône-Alpes. On y arrive au territoire rhône-alpin, à la région Rhône-Alpes, donc au conseil régional à Lyon.
Et un stage de 3 mois, j'ai été prolongé, bref, ça a duré 1 an et demi, au service événementiel de la région. Et au service événementiel de la région, j'accompagnais les grandes opérations sportives et culturelles via les subventions de la région et donc pas mal d'actions diverses et variées, mais ça m'a emmené sur les Coupes du Monde de ski, sur le Critérium du Dauphiné, sur Jazz à Vienne, donc la grosse immersion encore plus dans l'événementiel. Et du coup, ça paraissait assez évident du coup d'en faire une spécialisation, et d'où ensuite la reprise du master à Chambéry. Reprise du master à Chambéry, et j'en parlerai peut-être un peu après, parce que du coup, disons que ce master et l'alternance que j'ai faite m'ont amené à organiser une opération solidaire pour le Téléthon avec EDF, et ça m'a conduit sur là où j'en suis actuellement, mais peut-être que ça en développera un petit peu après pour en rester sur le parcours. Ça s'est, ouais, j'avoue qu'à titre personnel, ça s'est plutôt bien goupillé, et encore plus dans ensuite la transformation du master événementiel à mon poste actuel à Action contre la faim, où en l'espace d'un an, 1 an et demi, il y a pas mal de choses qui sont enchaînées. Mais je laisse le teaser pour après. Ça marche. À toi, du coup, Maël. Alors, moi, j'ai commencé par un IUP génie électronique et informatique, donc rien à voir. Ensuite, j'ai bifurqué en fac de sport, Dijon, où à côté des études, on a monté un festival de sensibilisation par l'art, le sport, aux enjeux environnementaux et au développement durable de manière plus large. Et ensuite, on a fait grossir ce festival, on a créé nos emplois et développé d'autres événements, d'autres activités. Puis à la fin, j'ai repris. Au bout d'un moment, j'ai repris de Savoie-Mont-Blanc pour avoir un peu plus d'outils de gestion pure et dure pour m'outiller là-dessus. Et j'ai fait mon stage de M2 au pôle ressources nationales des sports de nature, qui est le bras armé d'expertise du ministère des Sports sur la question des sports de nature, parce que j'ai toujours été passionné de sport de nature, et dans ce stage et au pôle ressources, j'ai commencé à travailler sur cette question de l'intégration des enjeux environnementaux dans la politique sportive, où j'ai été embauché d'abord au pôle ressources et ensuite au ministère des Sports. Puis j'ai pris la direction de la mission à la direction des sports à Paris, sport et développement durable, avant de passer au WWF en tant que responsable sport. Ok, donc pareil, il y a quand même toujours eu ce fil conducteur un petit peu de ce que tu fais actuellement au final. Ouais, ça a été. On fait une chose du mieux qu'on peut en prenant les plus belles opportunités, ce qui fait des belles rencontres et ce qui fait des belles opportunités, et puis ainsi de suite en fait. Il n'y a pas eu de plan de carrière à part constructeur de Canadair, mais du coup c'est complètement loupé. Mais plan de carrière vraiment ficelé, mais les choses ont toujours amené l'une après l'autre. Ok. Du coup, Maël SF, comment es-tu arrivé jusqu'à Action contre la faim, puisque Maël nous a parlé de son passage par le ministère avant d'arriver chez WWF. Toi, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Et bien du coup, ça s'est fait en fait au niveau du M2. À mon époque, je sais pas si c'est pareil pour toi, Maël, mais c'est toujours le cas. C'est une formule en alternance sur le M2, et donc du coup, je l'ai trouvé à EDF, une structure d'EDF, le centre d'ingénierie hydraulique qui se trouve au Bourget, et en fait qui à l'époque était partenaire des mondiaux d'aviron qui avaient lieu en 2015 avec Belette. Et moi à ce moment-là, j'étais vraiment encore dans une dynamique d'événements publics et ou grands événements. C'était un peu ce qui m'animait. Et en fait, à l'occasion de cette alternance, il y avait ce projet avec les mondiaux qui était chouette, mais aussi en parallèle, à l'occasion des fêtes, EDF étant le premier partenaire du Téléthon au niveau national, on me donne carte blanche pour mobiliser les salariés d'EDF, ils étaient 500 sur le site, ainsi que l'ensemble des salariés de Technolac, pour proposer, faire une course sur Technolac et mobiliser un maximum de salariés au profit du Téléthon. La dimension solidaire m'a donné quelque chose en plus, et assez vite, je me suis dit, il se passe un truc autour d'une cause sur un événement. J'en ai fait mon sujet de mémoire. Et sur mon sujet de mémoire, j'ai sollicité une dizaine de structures, à la fois des ONG et aussi des structures qui organisaient des opérations solidaires. Donc l'UTMB et leurs dossards solidaires, Alvarum, qui est une plateforme de course au profit d'associations, et ACF également. ACF qui faisait déjà des choses avec les scolaires, avec les entreprises. Donc mon mémoire produit, soutenance en septembre, et en octobre, il y a un poste à ACF
qui avait pour but de déployer le challenge contre la faim, donc que j'organise actuellement, qui n'avait lieu qu'à Paris et le développer partout en France. Et du coup là, le lien avec mon mémoire, c'était les bons timings et je peux dire ici que faire un mémoire sur un sujet qui nous intéresse peut apporter des opportunités. Ça marche, effectivement, c'était le bon timing et puis c'était tout tracé au final cette opportunité. Ouais. Alors que bon, l'alternance c'est toujours pas facile, hein, les recherches d'alternance et quand ça m'avait amené à EDF, bon, au final c'était une super opportunité, mais c'était pas mon choix premier. J'avais eu pas mal d'échecs à côté de ça. Et là, pour le coup, ça c'est bien. La trajectoire s'est bien déroulée. Après, je pense que c'est un petit peu ce qui nous rejoint aussi dans l'événementiel et dans nos parcours, c'est qu'on saisit des opportunités et on n'a pas des trajectoires qui sont imaginées à l'avance, mais on fait au mieux en fonction des timings. Tout à fait. Alors, pour rentrer un petit peu plus du coup dans la thématique de l'épisode, est-ce que je peux vous laisser chacun introduire l'organisation pour laquelle vous travaillez? Maël, peut-être avec WWF. Alors, le WWF, c'est une fondation une association de préservation de l'environnement. Donc, en gros, on a trois grandes missions. C'est alerter, sensibiliser le grand public à l'urgence environnementale. Ça, c'est souvent les prises de parole médiatiques que vous voyez, les rapports qu'on peut sortir, tout ça. Deuxième métier qui est assez historique, qui est la préservation des espèces, des espaces naturels, qui est une action très connue du grand public. Et on a une troisième mission qui est un peu moins connue, mais qui est transformer et accompagner la transition écologique de notre société, notamment à coup d'actions, de lobbying, de plaidoyer envers les décideurs politiques, envers les grandes entreprises, parce que il suffit pas d'être sur le terrain à préserver une forêt, un espace, un milieu ou une espèce. Si on réduit pas les pressions qu'il peut y avoir sur ces espaces, on peut être sur le terrain à les préserver, on n'arrive pas à les sauver, quoi. Donc, il faut bien, à un moment donné, transformer nos modes d'activité, nos modes de production, nos réglementations pour pouvoir diminuer les pressions sur les espèces qu'on préserve. Et ça travail, c'est forcément un lien avec toute la prise de conscience générale du grand public, des consommateurs, des décideurs, prise de conscience, formation, transformation des comportements et tout ça, quoi. Donc moi, dans tout ça, moi je m'occupe que de la partie sport. Alors pourquoi une partie sport au WWF? C'est parce que le sport a un vrai pouvoir d'influence et l'événementiel en fait partie, hein. Mais l'objectif, c'est de voir comment on peut utiliser le sport, avoir un effet transformationnel sur notre culture et structurel. C'est-à-dire culturel dans le sens où tous nos comportements sont orientés avec un certain nombre de normes sociales, d'idéaux de pratique, tout ça que construisent en partie le sport, et structurel parce que des grands acteurs du sport, des grands événements, selon comment ils participent à définir des cadres normatifs, des réglementations qui est, entre guillemets, acceptable ou non de faire dans notre société. Donc, nous, notre objectif, il est plus de voir comment on utilise la puissance du sport au bénéfice des enjeux environnementaux. D'accord. C'est un peu une continuité de l'autre côté avec ce que tu faisais au ministère des Sports. Au ministère des Sports, clairement, c'était intégrer les enjeux environnementaux dans la politique sportive. C'est-à-dire voir comment on réduit l'impact environnemental, comment on prend en compte les limites planétaires, comment on fait, j'allais dire, une politique qui accompagne, parce qu'il faut forcément avoir une transition. Là, je suis plutôt à voir comment on utilise la puissance du sport pour l'environnement. Ça marche. Maël, est-ce que tu veux nous présenter Action contre la faim, du coup, et tes missions également? Alors, yes. Du coup, Action contre la faim, l'association a 40 ans, elle est née en 1979, et donc, comme on en a un petit peu dans le public la vision d'ACF, notre combat, notre mandat, c'est de lutter contre la faim dans le monde, et de sauver des vies par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, que ce soit pendant les situations d'urgence qu'au long cours sur des pays frappés par des famines ou des situations diverses et variées. Une fois que j'ai dit ça, on a en tête les premières images d'ACF où on avait des personnes avec des sacs de riz qui réalisaient des distributions alimentaires. Donc ça, c'était les premières actions dans les années 80.
Là, désormais, ACF est reconnu dans son expertise dans justement le dépistage de la sous-nutrition, de voir où les communautés en souffrent parce que c'est une maladie. Mais du coup, ensuite, c'est une conséquence, la faim et la sous-nutrition. Et c'est la conséquence de plein de choses. Et ce plein de choses, ACF en est expert pour savoir si c'est des problématiques d'accès à l'eau. Est-ce que c'est des problématiques de sécurité alimentaire, donc d'une nourriture en quantité insuffisante ou en qualité insuffisante, en mangeant toujours la même chose. Et donc, quelles peuvent être les réponses avec des solutions liées à l'agroécologie, liées à de la distribution de bétail, à l'adaptation des pratiques alimentaires. Donc voilà, un versant santé, nutrition, assainissement et deux dernières choses, et notamment une qui fait écho avec le WWF, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer pour que nous, on a les réponses, on sait répondre et traiter la sous-nutrition, mais à quoi bon se battre au fin fond de certains pays si les structures internationales ou les gouvernements de ces pays ne s'investissent pas sur ce champ-là. Et donc du coup, on a un axe de plaidoyer aussi très fort. Et une deuxième chose à laquelle je pensais, sur lequel ACF est de plus en plus aussi actif, et on le voit avec la problématique des réfugiés et de déplacés dans de nombreux pays, la faim n'est qu'une conséquence de troubles psychiques des populations, parce qu'elles ont vécu par des chocs. Et donc du coup, l'idée c'est plus de leur donner des solutions alimentaires, mais c'est d'essayer de les comprendre, de remettre du lien social au niveau des communautés, pour qu'elles se remettent à vivre, elles reprennent un peu de dignité. Maintenant que j'ai dit ça, je précise que KCF intervient dans une 50aine de pays, auprès de 20 millions de personnes. Et une fois que j'ai dit ça, moi, au sein d'ACF, du coup, je suis au département en communication et développement, qui est le département de prise de parole de l'association et de collecte de fonds. Et donc, dans ce registre collecte de fonds, moi, je suis en lien principalement avec les entreprises qui nous accompagnent, et donc à l'organisation d'événements ou de dispositifs de partenariat permettant de les engager et de collecter des fonds pour nos programmes. Alors justement, quelle est la place laissée à l'événementiel dans vos organisations respectives, puisque c'est un bon moyen de répandre votre message auprès d'un public que vous toucheriez peut-être pas forcément en passant par d'autres canaux? Ouais, à la limite, je reprends l'alternance, je monopolise la parole, mais je vais être un peu plus rapide. Côté ACF, l'événementiel a une place assez particulière, dans le sens où elle est historique. Quand je dis historique, notamment, c'est parce qu'on a un projet qui s'appelle la course contre la faim, qui est un projet qui est organisé depuis 25 ans, qui est le premier événement solidaire agréé par l'Éducation nationale, puisqu'il s'adresse à des élèves, où il y a un temps de sensibilisation, il y a un temps de course, où les élèves, après avoir sollicité leur réseau, collectent des dons. Et on en est à un événement, la course contre la faim, qui mobilise chaque année plus de 1000 établissements scolaires et 300 000 élèves. Donc c'est massif. Et en fait, donc depuis 25 ans, on l'organise, et donc ça fait naître des idées pour aller au-delà de la cible scolaire, et donc notamment au niveau des entreprises. Certaines, voyant la mobilisation des élèves qui collectaient des sommes considérables, ont souhaité aussi mobiliser leurs salariés pour aller au-delà d'actions de mécénat avec un chèque reversé de l'entreprise au profit d'ACF, et d'engager leurs salariés à les faire courir, à les faire marcher, etc. Donc, il y a 14 ans est né le Challenge contre la faim, petit frère de la course contre la faim, dédié aux entreprises, et qui se concrétise par un événement multisport qui a lieu un peu partout en France, dédié aux salariés d'entreprise, afin de collecter des fonds le même jour pendant 1h30 sur différents sports. Du coup, il y a après eu pas mal aussi d'initiatives pour mobiliser le grand public, mais de façon moins volumineuse. Mais donc du coup, dans l'esprit au niveau de l'interne ACF, l'événementiel a une place, que ce soit pour les scolaires ou les entreprises à laquelle tous les salariés, chez nous, sont mobilisés. Ok, ça marche. Maël, chez WWF, quelle est la place laissée à l'événementiel? Pour le coup, pour moi, il y a vraiment 3 sujets sur l'événementiel. Il y a le côté évidemment mobilisation, collecte de fonds. Nous, on a le Pendathlon, qui est un événement pareil de collecte. Il y a des événements aussi qui sont des événements purement simplement d'interpellation des décideurs et tout ça. Donc, le deuxième sujet, c'est l'éco-responsabilité des événements. Comment on accompagne ou on favorise le fait que l'ensemble du secteur événementiel fasse sa transition écologique.
réduise son empreinte environnementale. Donc ça, c'est un vrai sujet et on a mis en place des éléments un peu structurants comme par exemple la charte des 15 engagements éco-responsables avec le ministère du Sport. Et puis il y a un troisième sujet, c'est comment on utilise l'événementiel sportif. Alors parler à des publics effectivement qui sont pas nos publics habituels, pas simplement pour sensibiliser, parce que sensibiliser c'est indispensable pour qu'il y ait de la prise de conscience. Mais la prise de conscience ne fait pas créer une intention de changement de comportement, mais ne crée pas nécessairement le changement de comportement. Donc, on essaie d'aller plus loin, de voir comment on utilise l'événementiel sportif pour faire évoluer la réalité et transformer les comportements. Pas uniquement sensibiliser et avoir une prise de conscience plus importante, c'est comment on change des normes sociales, comment on influence des normes sociales, comment on arrive à avoir transformationnel sur l'aspect culturel de notre société. C'est vraiment trois sujets différents pour moi. Et justement, est-ce qu'il y a une raison au fait que dans vos organisations, vous soyez partis plutôt sur l'utilisation de l'événementiel sportif plutôt que d'autres formes d'événementiel pour parler à ces publics ou pas forcément? Alors, par rapport à d'autres événementiels comme l'événementiel culturel, parce que oui, par exemple, il y en a qui font des concerts pour récolter des fonds. Par exemple, c'est pas un axe que vous avez choisi. Vous êtes resté sur le sport. Nous, clairement, oui, on est parti sur la partie sport. Je pense par historique, par opportunité, et aussi, je vais dire, il y a des atouts médiatiques et financiers dans le sport, en termes de levée de fonds et tout ça, qui sont pas anodins. Mmh. Ouais, j'allais dire un peu pareil, dans le sens où il y a deux choses selon moi au niveau du sport. Bah, c'est la première, c'est l'audience que disait Maël. Il y a à la fois un écosystème financier, faut pas le nier, qui est assez mûr au niveau du sport. Et du coup, derrière ça, une caisse de résonance qui est importante, parce que les clubs ou les médias qui entourent et qui composent la sphère sportive touchent des masses, des volumes importants de personnes et de fans. Et quand je dis fan, j'en viens à un peu le deuxième point sur le sport, c'est la dimension de l'engagement à travers le sport, justement, que ce soit sur les fans, les personnes qui suivent et qui sont passionnées, mais à la fois dans la façon dont le sport, juste dans le sport quand on le vit, et c'est là où c'est intéressant dans la dimension solidaire, c'est que ça s'ajoute. La finalité solidaire dépasse l'engagement, on va aller courir plus longtemps, on va chercher au fond de soi de façon plus importante pour la cause qui est soutenue. Et ce qui en fait un univers, nous, ACF, c'est ce qu'on veut montrer dans la mobilisation, dans ces élèves qui se dépassent pour des enfants qui sont à des milliers de kilomètres, après des salariés qui, à la base, ne font jamais de sport, mais qui, là, poussés par leurs collègues et leur entreprise qui veulent nous soutenir, se retrouvent à aller beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient. Donc on va chercher ça dans le sport. Et ça me fait penser, alors c'est peut-être une question un peu compliquée, mais est-ce que vous arrivez à avoir des retours sur le public qui vient participer à vos événements? Est-ce que vous arrivez à avoir des retours sur derrière? Est-ce qu'ils ont un comportement qui change? Est-ce qu'ils ont une pensée qui change? Est-ce qu'ils reviennent d'année en année? Je sais pas si c'est très clair comme question. Sur pour répondre côté de EDF, sur les événements qu'on organise en propre, on n'a pas de souci de fidélisation, d'implication, et plutôt des sympathisants qui viennent s'investir auprès de nous. Et moins d'autres publics ou des publics éloignés qui s'associent à nous ou qui viennent sur un événement. Voilà, on est plus sur quelque chose adressé à nos sympathisants. Mmh. Moi, comme je le disais, j'ai deux sujets qui sont assez importants et qui sont plutôt l'organisation d'événements d'autres organisateurs. C'est pas moi qui suis organisateur. Là, c'est une vraie question. Et en fait, on démarre des travaux en partenariat avec le laboratoire de psychologie sociale de Paris Descartes, l'université Paris Descartes vient d'embaucher un doctorant en psychologie sociale sur justement comment on arrive à transformer alimentaire des spectateurs dans des stades, comment on utilise le spectacle télévisuel pour transformer comportements et en utilisant des stratégies d'engagement sur des spectacles de masse et donc avec un certain nombre de volumes de destinataires et avec au maximum des mesures de quels sont
l'impact. Le constat, moi c'est un peu mon approche, c'est-à-dire que la sensibilisation, on l'a fait depuis 50 ans maintenant, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, qu'il y a de moins en moins de monde qui met en cause le rôle de l'activité humaine dans le dérèglement climatique, de la réalité du dérèglement climatique ou des enjeux environnementaux. Nos émissions continuent à augmenter. On voit qu'on continue à consommer énormément de viande, énormément de produits qui viennent de l'autre bout de la planète et tout ça. Donc, on voit bien que même s'il y a la prise de conscience est de plus en plus montante dans la société, le changement de comportement, il n'y est pas forcément. Mais il est indispensable. C'est-à-dire que la prise de conscience va créer l'intention du changement. On ne changera pas quelqu'un s'il n'y a pas l'intention. Par contre, ça ne va pas forcément jusqu'au changement. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus fort, et c'est là où on essaie de creuser justement avec plusieurs chercheurs en psychologie sociale, c'est voir quelles sont les informations, quels sont la mode de communication qui impulse une transformation de comportement, quels sont les éléments. Et ça veut dire les comprendre, les mesurer, et c'est le travail qu'on est en train de faire. Et malheureusement, j'ai pas encore de résultats à vous dire, mais dans d'autres domaines, il y a des résultats juste spectaculaires en termes de transformation des comportements. Et un secteur qui l'a très très bien compris, c'est le marketing. Le marketing joue sur ces biais cognitifs, nous faire acheter, pour faire un comportement d'achat, pour avoir un certain mode de vie et tout ça. Donc il faut qu'on utilise ces mêmes leviers pour transformer des comportements alimentaires, pour transformer des modes de déplacement et tout ça. Et je pense que le sport a un vrai rôle à jouer dans ces éléments qui vont façonner nos comportements. Il y a un exemple que je trouve très très intéressant, c'est des expérimentations qui ont montré que si une personne se fait importuner à un arrêt de bus, elle a plus de chances que quelqu'un s'interpose si il y a qu'un seul témoin que s'il y a 10 témoins. Parce que s'il y a qu'un seul témoin, il a 100% de la responsabilité d'intervenir ou non. S'il a 10 témoins, il y a que 10% de la responsabilité d'intervenir ou non. Et ça, c'est essentiel de comprendre ce mécanisme-là, et surtout quand on parle de dérèglement climatique, où on est 7 milliards de responsables. Donc, imaginez que la responsabilité individuelle, elle est infime. Par contre, dans cet exemple-là, c'est que si on a 1, 2, 3 personnes qui commencent à intervenir, tout le monde se met à intervenir. Parce que personne ne veut être celui qui n'intervient pas. Et c'est cet effet d'emballement qu'il faut arriver à créer sur les enjeux environnementaux. C'est ce qu'on appelle tout simplement la norme sociale. Pour donner un petit exemple d'illustration de ce que on fait côté WWF, la charte des 15 engagements des éco-responsables, on joue exactement sur ce rôle-là, oui. sur ce levier-là. C'est-à-dire qu'on a pris les 20 plus gros organisateurs d'événements. On leur a fait prendre des engagements relativement ambitieux, et l'effet d'emballement était là. Tout le monde, devient signataire de cette charte, prend des engagements, et en gros, ça devient un peu la norme en termes de responsabilité. Là où il y a quelques années, c'était mettre des éco-cups. On sait très bien que mettre des éco-cups, c'est très bien, mais ça va pas réduire l'impact environnemental énormément de l'événement. Donc, en fait, il faut arriver à comprendre ça, pour voir comment on utilise le sport pour faire ces effets d'emballement, pour transformer des normes sociales, et les sportifs, les personnalités sportives sont des, alors c'est un peu bateau, mais ce sont des héros qu'on prend en exemple et tout ça, mais il y a un peu de ça. Maël a tout dit, c'est-à-dire, mais c'est aussi le WWF a un positionnement et une expertise là au centre des enjeux environnementaux et de la mobilisation du monde du sport, mais l'enjeu il est là, c'est-à-dire en quoi le sport, et on peut aussi parler ici de l'univers de l'événementiel, peuvent être ont leur rôle là-dedans dans la prise de conscience, dans la transformation des comportements, et ça a des finalités environnementales, écologiques. Nous, au niveau des défaillances alimentaires qui ont lieu sur cette planète. Et du coup, nous, l'événementiel sert aussi à ça, et c'est toujours pareil, à un premier niveau, les participants qui vont venir sur nos événements, ils reviennent, ils sont à fond, ils s'engagent. Alors, on pourrait être ravis, mais la question, c'est, dans un second temps, dans une perspective ensuite derrière, est-ce que ça en fait d'eux des prescripteurs? Est-ce qu'ils changent leur
comportement? Est-ce qu'ils en parlent à leurs proches? Alors, on le sait pas, mais l'enjeu est là. Et Maël a tout à fait raison là dans les faits qu'il indiquait. Et nous-mêmes, on est signataires ACF de la charte du ministère des Sports et de WWF parce que ça fait partie de ce mouvement. Bon, alors justement, vous avez anticipé toutes les questions que j'avais prévu de vous poser, du coup, donc c'est plutôt pas mal. Pour terminer, une question très vaste, mais qu'on pose à chaque fin d'épisode. Comment vous imaginez dans l'événementiel de demain, vous, avec votre expérience personnelle et puisque vous vivez professionnellement aussi, peut-être est-ce que le contexte actuel a eu une implication sur vos activités? Maël, ACF. À cette question-là, bon, elle est pas, naturellement pas facile, mais l'enjeu, et ça continue à ce qu'on vient d'indiquer, mais c'est d'avoir un événementiel qui intègre, qui est vrai, c'est-à-dire qui ne s'en tient pas à événements éco-responsables, mais les éco-cups. Bah non. Événement solidaire, je reverse 1 euro des frais de dossard sur les 70 à une asso et je fais de moi un exemple de solidarité. Non, il y a réellement mettre en ligne, mettre en cohérence les ambitions et l'exemplarité de ces organisations avec derrière des actions qui sont mises en place. Et ça, en fait, cette mise en cohérence se fait sur un petit peu tous les acteurs de la société, les entreprises qui veulent avoir une valeur ajoutée en lien avec les ambitions qu'elles se donnent en matière environnementale, etc. Donc l'un des principaux enjeux, il est là. Et ensuite, il y a, mais on est en plein dedans avec le Covid, c'est la dimension digitale, c'est comment on vient placer le digital sur l'accompagnement de nos événements. Est-ce que ça doit remplacer le live? Je crois pas. Est-ce que ça peut démultiplier les audiences? Et bah carrément. Mais comment ça se concrétise pour qu'une expérience elle soit vécue par les participants qui sont là et la grand-mère qui peut pas bouger mais qui vit l'événement pareil. Et là, on voit un petit peu de tout au niveau digital, un peu de tout, et ça a du mal à se structurer, mais ça va le devenir avec un peu de recul dans les années à venir. Oui, moi je partage cette dimension engagement. Je pense que plus on va avancer, plus on sera confronté aux différentes crises, plus on aura besoin d'avoir des choses qui ont du sens, des marques, des entreprises, des objets, des actes et évidemment des événements. Je pense que de toute manière, il y aura toujours des événements, on aura toujours ce besoin de se rencontrer, d'avoir vivre quelque chose en une communion. Pas une société où il n'y a pas eu ces grands rassemblements, donc je pense qu'il y aura toujours besoin de ces grands rassemblements. Par contre, il faut qu'il y ait du sens et qu'il y ait de l'engagement, j'allais dire, au-delà de son propre rôle ou de sa propre responsabilité. C'est-à-dire que l'engagement, c'est pas juste dire que on réduit son empreinte environnementale. Ça devient le b.a.-ba. En gros, ça normal de faire un événement sans endommager l'environnement qu'on utilise, et y compris environnemental. Pour moi, c'est vraiment quel apport à la société cet événement apporte. C'est-à-dire que souvent, il y a une approche un peu binaire. Est-ce qu'il faut ou non des JO? Est-ce qu'il faut ou non telle Coupe du Monde et tout ça? Non, c'est la question pour moi, elle est si on fait cet événement sportif, il faut qu'il soit fait comment et au service de quel projet de société? Si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là, c'est un événement qui est du coup marketing, qui est du coup un peu vide de sens et qui risque de mourir assez rapidement, surtout quand on va avoir de plus en plus de crises qui vont nous arriver. Le Covid, c'en est une. Les crises, le dérèglement climatique, clairement, va mettre en péril l'activité sportive. On est en train de finaliser une étude, un dérèglement climatique à plus 2 ou plus 4 degrés, ce qui est relativement optimiste, parce que pour le moment, on est plutôt sur une trajectoire à plus 7 degrés. Ça veut dire quoi pour le sport? Ça veut dire plus de jours de canicule dans l'année, jusqu'à plus de 60 jours par an en plus en France. Les canicules, ça veut dire plus de 32 degrés où en fait la pratique sportive est déconseillée. Ça veut dire plus de périodes de canicule, ça veut dire des périodes de 3 jours où la température passe
au-delà de 32 degrés. Et ça, c'est une vraie problématique pour les 40 000 stades engazonnés qu'on a, et on ne sait pas gérer des stades engazonnés avec trop de périodes de canicule. Ça veut dire des amplifications de pics de pollution, donc comment on court dans les villes. Ça veut dire évidemment un manque d'enneigement pour les stations de montagne. Ça veut dire énormément de choses, en fait, pour la pratique même. Donc, moi, j'ai envie de dire, le sport, pour sa propre survie, devrait être le premier défenseur du climat. Et c'est là où, du coup, un événement sportif doit avoir cette approche de, OK, même si je suis éco-responsable dans le sens, je réduis mon empreinte et je deviens zéro carbone ou machin, le sport va subir l'inaction des autres. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'il devienne un sport engagé, militant, défenseur du climat. Donc, pour moi, le seul événementiel futur possible, c'est un événement qui a compris ça et qui est capable de l'intégrer. Et il y a déjà des événements qui l'intègrent. Il faut savoir que des gros JO Paris 24 intègrent une comptabilité carbone. C'est-à-dire que chaque responsable, il a son budget euro, mais il a son budget carbone à pas dépasser non plus. Et ça, c'est déjà une réalité, en fait. Donc, je pense que oui, c'est intégrer ces enjeux-là dans la conception même de son événement. En fait, ça renvoie à la question de l'événement éco-responsable. Est-ce que un événement éco-responsable, c'est réduire son empreinte et faire mieux que la moyenne, ou est-ce que c'est être à la hauteur des enjeux environnementaux? C'est quand je fais un championnat du monde sur aiglelette d'aviron, quoi la capacité d'absorption, de résilience, ou d'une station de montagne? C'est quoi la capacité de résilience d'un site? Si finalement on sait que en termes d'eau potable, on peut pas mettre plus de 500 personnes sur le site, alors ça veut dire qu'il faut limiter à 500 personnes. Et ça c'est une vraie réalité de dire c'est la limite de la capacité de résilience environnementale. C'est ça, un événement, dans le futur, c'est un événement qui est capable d'intégrer les limites planétaires et intégrer ce rôle d'engagement pour préserver les fondamentaux de nos ressources. Ok. Bah, écoutez, je ne sais que dire si ce n'est que je suis d'accord, et je pense qu'on peut peut-être se quitter là-dessus pour laisser les auditeurs méditer sur ces messages qui sont hautement importants et qui seront de plus en plus, je l'espère, pris en compte par les actuels et futurs étudiants aussi du master qui nous réunit ici aujourd'hui. Si je peux donner juste un conseil, regardez de près le Global Report du World Economic Forum qui identifie les principaux risques et les risques les plus probables sur l'économie mondiale. Donc c'est pas le regroupement d'environnementalistes, c'est les plus grands économistes qui se rassemblent et identifient les risques les plus probables sur l'économie mondiale. Ils sont quasiment systématiquement liés au dérèglement climatique. Mhm. Et je rajouterais que cette expertise et cette valeur ajoutée, elle va être recherchée, elle va être au cœur des ambitions, des attentes des futurs employeurs, là, des étudiants qui sont dans ce master, et on cherche tous à s'améliorer, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet de préoccupation du moment. Et on parlait avec Dominique et Jean-Philippe encore récemment, mais c'est un angle indispensable. Et on n'en est plus sur l'angle financier ou sur l'angle sur l'expérience. Alors ça compte, mais cette recherche-là de sens et d'exemplarité, elle doit conduire nos futurs étudiants qui vont nous remplacer. Bon, pas encore. Tu penses déjà à la retraite, disons. Pas tout de suite. Non, mais vous accompagnez. Ouais, mais finalement, est-ce qu'on en aura une? On verra. Vivons le moment présent. Voilà, vivons le moment présent. Quittons-nous sur une note positive tout de même. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé ce moment. Avec plaisir, merci au club. À bientôt. Au revoir, merci. Salut. Toute l'équipe du club événementiel de l'association Alumni IAE Savoie-Mont-Blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast, ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager
et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que.